C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille pour cette nouvelle conférence de la JET, conférence de rentrée pour Albi, pour nous. Alors pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas la JET, l'association Jaurès Espace Tarn, c'est une association d'éducation populaire qui organise des conférences, c'est le cas aujourd'hui, mais aussi des ciné-débats sur des thématiques liées aux enjeux sociaux et sociétaux tels que posés par le système capitaliste et d'y trouver des alternatives sociales et écologiques. Donc il y a une feuille qui circule, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous avez envie de participer à cette aventure qu'est la JET, ou encore mieux d'y adhérer, donc soit via le site, soit via les coupons d'inscription. Nous nous retrouvons ce soir, c'est un soir presque de rentrée scolaire, pour un sujet qui colle du coup à la rentrée et à la préoccupation de nombre d'entre nous, enseignants, élèves, parents, grands-parents, et qu'on a intitulé « Faut-il croire aux promesses égalitaires et démocratiques des politiques scolaires ?» Pourquoi chercher à imposer une réforme dénoncée par tous, enseignants, syndicats, parents, l'enseignant était encore dans la rue il n'y a pas si longtemps, et dépeinte comme inefficace par la recherche, parce qu'elle correspond à un projet politique régressif, libéral et d'inspiration européenne. C'est ce que sont les mots du chercheur Stéphane Bonnery. Cette réforme renonce au projet de l'école républicaine, tel que nous la souhaitions et telle que Jaurès la souhaitait. Constituer une culture commune entre les élèves et au final entre les citoyens, elle assume une logique qui dit à chacun son programme. Les familles où on a fait des études longues et intériorisé les logiques scolaires, on élève les enfants en faisant attention au langage, on trie les jouets, on trie les occupations, en fonction de critères logiques. En fait, on y éduque les enfants autant qu'à l'école. Mais dans la majorité des familles, on n'apprend pas à apprendre. Or, avec le choc des savoirs, ces enfants-là seront envoyés sur une autre voie. On parle d'individualisation des parcours, mais il s'agit bien d'un tri social. Donner à chacun une formation vers des niveaux différents d'employabilité en ne laissant au plus faible qu'un niveau minimal. L'an dernier au niveau scolaire, une mobilisation exceptionnelle a eu lieu en Seine-Saint-Denis parce que les habitants et les enseignants ont bien compris qu'ils seraient les premières victimes de cette réforme. Une nouvelle journée de grève a eu lieu récemment, avec peut-être un peu moins de succès, Paul en parlera. Paul Devin, président de l'Institut de recherche de la FSU, a interviewé pour la revue Regards croisés, que je vous invite tous à acheter, Marie-Hélène Plard, co-secrétaire départementale de la FSU 93, animatrice de cette lutte au mot d'ordre simple, pas de rentrée sans moyens. Il nous a semblé à la JET qu'à cette rentrée, il serait intéressant d'écouter ce qu'il en a conclu et ce qu'il en est aujourd'hui avec la FSU du Tarn. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers camarades, merci donc de cette invitation et c'est avec plaisir que je suis donc ce soir avec vous à Albi pour poser cette question. Faut-il croire aux promesses égalitaires et démocratiques des politiques scolaires ? La réforme du choc des savoirs nous promet une meilleure réussite des élèves. Une promesse qui est énoncée par Gabriel Attal, qui a récemment été reprise par l'actuelle ministre Anne Genetet, dont je pense que vous avez fait connaissance. Le discours ministériel nous promet cette réussite comme une évidence, s'inscrivant dans un effet quasi mécanique d'une nouvelle organisation des classes basée sur les groupes dits de besoin. Bien au contraire, nous sommes nombreux
à craindre une régression portée par une réduction de l'ambition scolaire, qui discriminera davantage encore par tri social ceux qui peuvent faire des études longues et ceux qui ne le pourraient pas. Les groupes constitués pourraient facilement permettre le renouement avec les pratiques d'une orientation précoce. À nouveau, nous voilà confrontés à ce mépris des classes populaires qui pensent pouvoir les assigner à des fonctions sociales qui pourraient se suffire d'une moindre formation pour réserver les études longues aux enfants des classes possédantes. Certes, la communication ministérielle s'évertue à nous expliquer qu'il ne s'agit en rien de groupes de niveau engendrant une stratégie de tri, mais de groupes de besoins composés en fonction d'un constat objectif de ce besoin. Mais si cette précaution rhétorique est assénée pour rassurer, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour constater que la finalité reste bien liée au niveau. Il suffit de lire l'arrêté du 15 mars 2024, dans son article 4, pour se rendre compte que les groupes définis comme constitués en fonction des besoins des élèves deviennent, dès la ligne suivante, les groupes des élèves les plus en difficulté. Vraiment, il faut craindre que cette réforme non seulement témoigne de son incapacité à faire réussir, mais qu'elle contribue à creuser davantage les inégalités déjà très marquées de notre système scolaire. Pourtant, une quasi-unanimité politique affirme son attachement à la réussite scolaire de toutes et de tous. Et les principes mêmes de notre République proclament cette égalité et l'inscrivent au fronton de nos écoles. Alors, pourquoi notre école reste-t-elle si fortement inégalitaire ? Notre République serait-elle si malhabile qu'elle ne puisse organiser, malgré son intention, un système capable de produire une égalité réelle ? Serait-elle si violemment dominée par les appétits du capitalisme qu'elle ne parviendrait pas à donner réalité à ses valeurs ? Craindrait-elle l'émancipation de tous ses citoyens et citoyennes pour préférer la réserver à une élite ? Car un constat s'impose à nous, celui livré par les grandes enquêtes internationales. Non seulement l'école française n'est pas égalitaire, mais elle est de celles, dans la comparaison internationale, qui offrent les plus grands écarts entre les élèves. Il me semble que si nous voulons comprendre pourquoi l'école publique française du XXIe siècle n'est pas d'évidence une école égalitaire, il faut sans doute commencer par cette question. Notre projet scolaire républicain est-il égalitaire ? La question peut paraître provocatrice, mais j'espère que le détour historique que je vais vous proposer légitimera à vos yeux qu'elle soit posée. Nous ne cessons de célébrer la volonté de Jules Ferry, qui, par la gratuité, l'obligation et la laïcité, imposa la généralisation de l'instruction publique que la Révolution française avait conçue et annoncée sans parvenir à la mettre en œuvre. Car si tout au long du XIXe siècle, la scolarisation n'avait cessé de progresser, cette progression était le fait de l'initiative particulière et pour une part essentielle, marquée par la volonté d'une mainmise de l'Église catholique sur l'éducation des enfants, mainmise qui constituait l'outil essentiel de propagation de ces volontés religieuses et morales. Certes, d'autres projets furent pensés pour l'école, tout au long du XIXe siècle, qui obéissaient à des volontés plus clairement émancipatrices. Mais nombre d'entre eux restèrent des théories ou se limitèrent à des initiatives isolées, incapables de réduire l'influence congrégationniste et de porter l'ambition de construire les valeurs républicaines sur l'éducation. Ferry et ses lois de 1881-1882 portèrent, de ce point de vue, un changement radical. Car ces lois obéissent à une volonté essentielle, faire cesser la domination qu'exerçaient sur l'école les adversaires des principes fondamentaux de 1789. Nul doute que cette école publique, dégagée de sa tutelle religieuse, était pensée comme l'instrument de l'unification nationale autour d'un attachement à la République. Mais visait-elle l'égalité ? Nos représentations se contentent souvent de considérer que sa finalité populaire, celle de l'obligation scolaire, celle de la généralisation des écoles dans chaque commune, porterait en soi les perspectives de l'égalité. Mais ne nous méprenons pas sur le vocable d'école du peuple, que nous pourrions percevoir comme capable de garantir l'égalité par l'accès au savoir et aux connaissances. N'oublions pas que les premières écoles à visée populaire, les petites écoles des pauvres, par exemple celles que Charles Damien fonde à Lyon en 1680, ne visaient en rien l'émancipation, mais cherchaient au contraire à contrôler une population laborieuse que les siècles suivants ne cesseront d'essentialiser en la caractérisant par sa dangerosité. De ce fait, ces écoles ne se préoccupaient guère d'égalité, mais seulement d'influence morale et de contrôle de la classe ouvrière.
Et si l'école populaire, y compris sous la forme de cours d'adultes, s'est développée tout au long du XIXe siècle, les discours qui la promeuvent sont davantage habités par la bienfaisance que par l'émancipation. Sans doute peut-on citer quelques contre-exemples où la volonté d'instruire s'inscrit dans un projet politique révolutionnaire, désireux de donner au prolétariat les ressources de son affranchissement. Mais pour l'essentiel, la volonté est normative, c'est la normativité du peuple, et quand cette volonté échappe aux intentions morales de l'Église, c'est parfois pour imposer une conception bourgeoise des valeurs républicaines qui ne veut surtout pas questionner les rapports sociaux de domination et d'égalité. L'organisation même de l'école de Jules Ferry montre combien la volonté de construire l'unité nationale en offrant une instruction à tous les enfants ne s'associe pas à l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de l'égalité. Car si Ferry permit, par la généralisation des écoles communales, la scolarisation de toutes et tous, garçons et filles, de 6 à 13 ans, il ne voulut pas qu'elle constitue le sort commun des élèves. Les petites classes des lycées continuaient à accueillir les enfants de la bourgeoisie depuis le cours préparatoire jusqu'au baccalauréat, alors que l'école communale limitait son ambition au certificat d'études. Pour les uns, des études payantes et longues, pour les autres, une scolarité gratuite mais nettement plus courte. Pour les uns, l'ambition d'une culture classique, pour les autres, la limitation aux éléments essentiels de la vie citoyenne, domestique et professionnelle. Pour les uns, un accès possible aux plus hautes fonctions, ou tout au moins à des fonctions socialement valorisées. Pour les autres, l'emploi prolétaire. Et les exemples d'exception, ceux de jeunes enfants issus du peuple et parvenant à rejoindre le lycée pour y réussir brillamment, exemples que la République se plaît à célébrer, ne constituent en réalité que de rares exceptions. Et si les lois Ferry ont permis la massification de l'enseignement des filles dans les écoles communales, permettant de ce point de vue un véritable progrès égalitaire, ce ne fut pas le cas des lycées, qui restèrent longtemps encore largement dominés par la fréquentation masculine et par une fréquentation masculine pour certains d'entre eux, parfois quasi exclusive. Il faut admettre que l'école de Ferry se fondait sur la distinction sociale. Nous ne devons donc pas oublier, lorsque nous cherchons à comprendre nos difficultés à rendre l'école égalitaire, que la matrice historique de notre école républicaine ne fut pas égalitaire. Quant aux perspectives émancipatrices de cette école, on peut là aussi nourrir quelques doutes. Certes, cette école développe l'ambition de fonder un sentiment républicain commun et entend fonder la nation sur des valeurs républicaines et non dans la soumission à une volonté divine. Certes, elle entend prôner la démocratie du suffrage, même s'il n'est pas encore universel. Mais tout cela dans l'optique d'une adhésion à une conception de cette République fondée sur la domination d'un ordre bourgeois. Ce n'est pas seulement pour lutter contre le pouvoir de l'Église que Ferry pense l'école, mais c'est aussi pour lutter contre une éducation véritablement transformatrice, dont il agite le sceptre en évoquant les journées de la Commune de 1871. C'est le cas, par exemple, devant les conseillers généraux des Vosges, où Ferry se réjouit d'une école républicaine capable d'empêcher qu'on puisse enseigner l'idéal socialiste et communiste. Et face aux revendications pourtant bien timides des premières amicales d'instituteurs, il considère ces revendications matérielles comme, je le cite, un outrage vivant au pouvoir républicain. Vous écoutez Expression libre sur Air d'Otan. Ferry défendait pourtant l'idée de l'égalité. Dans sa fameuse conférence de la salle Molière, le 10 avril 1870, il affirme, et je le cite, « L'inégalité d'éducation est en effet un des résultats les plus criants et les plus fâcheux au point de vue social du hasard de la naissance. Avec l'inégalité d'éducation, je vous défie d'avoir jamais l'égalité des droits, ni l'égalité théorique, ni l'égalité réelle. Et l'égalité des droits est pourtant le fond même et l'essence de la démocratie. » Ferry va même jusqu'à considérer, je le cite encore, que dans une société démocratique, il y a une grande nécessité de supprimer les distinctions de classe et de considérer que la première étape de cette suppression résulte du mélange des riches et des pauvres sur les bancs de l'école. Cette proclamation de dépassement des classes sociales par une école unique, Ferry l'affirme en avril 1870. Une douzaine d'années plus tard,
L'œuvre légale du même Ferry organise au contraire une séparation des classes sociales dans l'organisation de 2 ordres scolaires parallèles. Sans doute, entre-temps, il y avait eu la Commune, dont Ferry méprisera les barricades sur lesquelles, dit-il, flotte ce qu'il considère comme le hideux drapeau rouge qui déploie son maillon sanglant. Mais le discours de la salle Molière contenait déjà ces contradictions. Celle tout d'abord de penser que la mixité sociale de l'école pourrait suffire à venir à bout des classes sociales. Jaurès, dans l'Humanité du 7 août 1906, exprimera les plus vifs doutes sur les effets de la suppression des classes sociales dans l'organisation scolaire, sans supprimer ces classes dans la société elle-même. Ce fut un grand débat entre Jaurès et Buisson que d'opposer sur cette capacité de l'école à transformer la société, que de s'opposer, sur cette capacité de l'école à transformer la société. Buisson considère, je le cite, que le moyen le plus rapide de transformer la société, c'est de réformer l'école. Faisons donc l'école meilleure que la société, disait-il, réalisons entre enfants ce qui n'est pas, dit-on, réalisable entre les hommes. Peut-être que ces enfants devenus des hommes ne le trouveront plus si impossible à réaliser. Si bien des militants de la pédagogie nouvelle défendurent ce point de vue, c'est généralement qu'ils étaient prêts à concéder à une perspective réformiste. L'essentiel du débat pédagogique au sein des syndicats révolutionnaires de l'entre-deux-guerres, ceux qui se fédèrent dans la Fédération unitaire de l'enseignement, repose sur cette question. Comment peut-on penser une école capable d'une égalité réelle quand subsiste le joug du capitalisme et de la domination des prolétaires? Et cela n'est pas sans entraîner des positions radicales. Certains vont jusqu'à refuser l'école unique parce que la culture bourgeoise y serait imposée aux prolétaires. Plutôt que de risquer la domination culturelle, Augustin Thierry fait le choix de ne pas parvenir. Ne pas vouloir que la réussite d'un parcours scolaire doive se payer du renoncement de l'appartenance à sa classe sociale d'origine. L'autre contradiction qui limite l'ambition égalitaire du discours de la salle Molière, c'est que la volonté politique d'égalité éducative se heurte à une autre représentation, celle d'une limite naturelle qui prédétermine les individus à réussir ou non. Ferry l'explique lui-même devant la Chambre en 1880. Tout le monde a droit à l'enseignement secondaire, questionne-t-il. Non. Seuls y ont droit ceux qui sont capables de le recevoir et qui, en le recevant, peuvent rendre service à la société. Les arguments de la logique de domination sociale sont là. Celui d'une incapacité des classes populaires à réussir des études longues et celui d'un malthusianisme scolaire qui considère que les besoins de la société peuvent se contenter d'une élite instruite et que cette élite est légitime à sélectionner ceux qu'elle considère comme utiles à son avenir. Et les témoignages ne manquent pas qui fondent clairement cette argumentation sur le maintien d'une reproduction sociale. Les préjugés du ministre Victor Cousin, au temps de Guizot sous la Restauration, semblent bien persister au-delà de la rupture républicaine, préjugés qui lui laissaient penser que les jeunes gens de milieux populaires accédant au collège auraient de la peine, je le cite, à rentrer dans l'humble carrière de leur père. Et Victor Cousin de craindre qu'une telle difficulté produise des hommes inquiets, mécontents de leur position, ennemis d'un ordre social où ils ne s'en sentent pas à leur place, et prêts à se jeter avec quelques connaissances et avec un talent plus ou moins réel, et avec une ambition effrénée, dans toutes les voies de la servilité ou de la révolution. Ce qui va constituer la difficulté majeure de l'égalité scolaire tout au long du XXe siècle, c'est l'écart entre les promesses du discours républicain et la réalité du système. Ou pour le dire autrement, l'écart entre l'égalité des droits et l'égalité réelle. Entendons-nous bien sur les volontés de cette critique de la politique scolaire républicaine. Elle ne cherche évidemment pas à sous-entendre l'impossibilité même d'un projet républicain égalitaire. Argument d'impossibilité qui chercherait à le reléguer au rang d'un fantasme idéologique irréalisable et qui serait donc utilisé pour justifier une politique égalitaire. Non, je voudrais seulement montrer que ce qui va permettre à davantage d'élèves d'accéder à des études longues, ce n'est pas une volonté égalitaire. C'est un argument de pragmatisme économique qui va nous conduire vers cette plus grande accessibilité aux études longues, celui de la nécessité, pour la rentabilité de la production, de mieux éduquer
et de mieux former les travailleurs. La perspective d'une école unique va être l'objet de l'expression d'une volonté de réforme du système duel des écoles communales et des petites classes de lycée. Sans doute, la Première Guerre mondiale a-t-elle donné à cette volonté une détermination particulière, née au creuset d'une mixité sociale de souffrance et de solidarité vécue dans les tranchées. Les compagnons de l'Université nouvelle prennent le pari d'une équité sociale capable de fonder l'école unique. Mais dans cette période d'après-guerre, leur motivation première reste celle d'un impératif économique, celui de la reconstruction du pays qui, à leurs yeux, nécessite une émancipation des masses et le développement de leur instruction. Mais cette volonté s'inscrit dans une conception qui n'est toujours pas celle d'une véritable égalité. Elle promeut un accès aux études pour tous, mais en réserve la poursuite à celles et ceux qui témoigneront de leur capacité. Elle construit un modèle qui ouvre sans doute bien davantage les études aux enfants des classes populaires, certes, mais se fonde sur le mérite comme critère de sélection. Pour le dire autrement, cette école unique ne veut pas l'égalité pour tous et toutes, mais seulement une possibilité d'accès à l'élite pour des enfants d'origine populaire qui le mériteront. Reconnaissons un progrès qui ouvre la porte des études longues à des enfants qui jusque-là se seraient heurtés à une prédestination organisée par les deux ordres scolaires. Mais ce progrès est relatif, puisqu'il ne renonce en rien à l'élitisme et à ses inégalités. Écoutons les compagnons de l'Université nouvelle l'expliquer eux-mêmes en 1918. Un pays qui veut des intelligences et des énergies doit leur permettre à toutes de se révéler. Il faut que tous produisent, mais il faut que les meilleurs gouvernent dans l'intérêt de tous. Et c'est ainsi que l'enseignement démocratique, nous disent-ils, sera en même temps un procédé de sélection. Le maître a pour devoir de discerner les vocations, d'en encourager les éclosions, d'en guider l'épanouissement. L'université nouvelle recrutera la nouvelle élite. Toute la première moitié du XXe siècle va être dominée par cette idée qui l'empêchera de pouvoir penser l'égalité autrement que dans les termes d'une égalité des chances réservée à une minorité capable. Cette idée, elle se fonde sur la croyance en des aptitudes naturelles à l'étude qui font supposer que si chaque citoyen doit trouver dans l'école publique les ressources de son éducation, il faut en limiter l'application en considérant l'inégalité des dispositions naturelles de l'individu. C'est que l'État, s'il annonce son attachement à l'égalité, n'en reste pas moins fondé sur un système économique lui-même inégalitaire qui porte évidemment ses conséquences sociales et donc scolaires. Et plutôt que d'affirmer ces inégalités comme servant l'intérêt d'une minorité dominatrice, mieux vaut laisser penser qu'elles procéderaient d'un ordre naturel. La considération d'une capacité naturelle, qu'il s'agisse d'en constater l'existence ou l'absence, est dès lors un système de justification des inégalités. Si des enfants échouent, la responsabilité en revient à leur disposition naturelle. Et cette idée va perdurer. Le ministre de l'Éducation nationale, Christian Fouché, nous sommes maintenant en 1963, affirme face à Georges Cognot, en commission parlementaire, « L'école unique et le tronc commun, appliqués trop strictement, aboutiraient à faire un magma d'où les élèves bien doués ne ressortiraient jamais. » Pourtant, dès le début du XXe siècle, le doute a été porté sur la prédestination naturelle de la réussite scolaire. Alfred Binet affirme que c'est l'organisation sociale et ses inégalités à qui on doit la misère physiologique qui empêche l'élève d'apprendre. Loin d'un fatalisme de l'aptitude, il défend dans son ouvrage « Les idées modernes sur les enfants » paru en 1909 que tout ce qu'il y a de pensée et de fonction en nous est susceptible de développement. Tout ce qu'il y a de pensée et de fonction en nous est susceptible de développement. C'est là qu'est la clé idéologique d'une toute autre vision de la capacité de l'élève, capacité qui, si elle peut être influencée par son origine sociale, si elle n'est pas indépendante d'une réalité biologique de l'individu, n'en reste pas moins ouverte aux évolutions capables de vaincre tout déterminisme. Ce postulat fonde les travaux de la commission présidée par Langevin puis Vallon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui affirme une autre finalité de l'éducation, qui cette fois-ci obéit à une volonté véritablement démocratique et égalitaire. L'enseignement, nous disent-ils, doit offrir à tous d'égales possibilités de développement, ouvrir à tous l'accès de la culture, démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués que par une élévation continue
du niveau culturel de l'ensemble de la nation. Moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués que par une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation. Le programme éducatif du Front populaire est écrit. Il faut comprendre que l'affirmation, je parle du nouveau Front populaire, il faut comprendre que l'affirmation comme finalité de l'école, d'une élévation générale du niveau de connaissance, est une véritable révolution. Elle vient rompre avec une conception de la réussite centrée sur l'égalité des chances, c'est-à-dire sur la promotion de quelques enfants des milieux populaires jugés doués pour y parvenir. C'est affirmer que ce qui est essentiel ne peut plus se mesurer dans la singularité de réussite d'un enfant issu du milieu populaire dont on glorifie l'exceptionnelle progression, mais dans la capacité politique de la nation de permettre à toutes et tous un accès général à la culture. La fragilité politique, la fragilité de l'union politique de 1945 ne permit pas que le plan puisse se traduire dans une politique scolaire. Mais si le plan Langevin-Wallon resta dans les placards du ministère, il fit florès dans l'esprit des militants, qui y virent la possibilité d'un dépassement politique de l'égalité des chances, notamment dans la volonté d'affranchir la politique éducative de sa soumission aux besoins économiques. Ce qui constituera la culture scolaire pour Langevin et Wallon, c'est, diront-ils, ce qui rapproche et unit les hommes. Et pour qu'elle ne puisse se confondre avec un asservissement aux besoins de l'économie, ils ajoutent, tandis que la profession représente trop souvent ce qui les sépare. La formule d'une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation ne sera retenue comme capable de fonder une autre conception de la démocratisation que dans l'esprit des militants pédagogiques, politiques et syndicaux progressistes. Nous devons l'entendre, cette formule, dans le principe énoncé quelques années auparavant par Georges Cognot, le principe d'une généralisation de la culture, offrant la possibilité, je le cite, offrant la possibilité pour toutes les intelligences d'accéder aux bénéfices des plus hautes études. Et si le plan Langevin-Wallon continue à se référer à des aptitudes, c'est en affirmant qu'elles sont éducables et ne constituent en rien une prédestination des parcours scolaires. Les représentations allaient largement se transformer dans les années 1960 et 1970. Tout d'abord, à partir des années 1960, du fait de Bourdieu et de la sociologie critique, dont les travaux vont confirmer que l'origine sociale et le capital culturel des familles pèsent très fortement sur les trajectoires et la réussite scolaire. En ignorant l'inscription sociale des trajectoires scolaires et des probabilités de réussite, les principes égalitaires sont condamnés à rester purement rhétoriques. Ils se heurtent à un discours idéologique de légitimation de l'ordre scolaire et donc de l'ordre social. Et donc, l'école reste l'outil de reproduction des dominations économiques et culturelles. Une autre évolution va se faire à la même époque. Le refus, plus marqué encore, de l'affirmation d'une origine naturelle de la capacité à apprendre. Lucien Sèvres écrit en 1964 dans L'École et la Nation, la revue éducation du PCF, il écrit « Les dons n'existent pas ». Cette expression va permettre un engagement politique dans l'idée que l'école égalitaire suppose une lutte contre les idéologies innéistes et fatalistes. Enfin, un autre élément de transformation des représentations est celui qui va interroger l'échec scolaire et l'affirmer non pas comme une problématique individuelle de l'enfant, mais comme un problème politique dont la responsabilité ne peut incomber à la responsabilité de l'élève ou de la famille, mais à la seule volonté politique déterminée à le dépasser. Dès le début des années 50, Victor Laffitte, qui est un médecin psychiatre, qui publie lui aussi dans L'École et la Nation, Victor Laffitte affirme que le soi-disant problème de l'enfance inadaptée est un problème mal posé. Si un nombre grandissant d'enfants présente des difficultés, nous dit-il, sur le plan scolaire ou du comportement, c'est que pour leur grande majorité, ils ne disposent pas de conditions normales de leur développement. C'est un tout autre parti pris qui va caractériser la politique gaullienne des Trente Glorieuses. Ce parti pris, c'est vouloir faire de l'école l'outil du redressement français. Elle va guider une évolution particulièrement positive en termes de massification de l'accès aux études secondaires, mais elle restera quasiment aveugle à la question de l'égalité. Évidemment, vous l'avez compris,
Je parle ici de l'émergence de l'idée du collège unique. Vous êtes dans l'émission Expression libre sur Air d'Otan. Tout commence par la prolongation de la scolarité à 16 ans, par le décret Berthoin de 1959, la réforme Fouché-Capel de 1963, qui ouvre les portes d'un collège qui, cependant, reste marqué par l'existence de filières parallèles et fortement cloisonnées, classiques, modernes longues, modernes courtes, pratiques. La motivation essentielle de ces réformes est de répondre à un besoin majeur de l'économie, former les techniciens et les cadres qui manquent à la France de la Ve République. Mais pour autant, elle laisse perdurer l'affirmation de supériorité de la culture classique et de ses usages bourgeois. Le besoin pragmatique de cadres et de techniciens n'a pas désacralisé l'idée d'une élite classique qui puise sa supériorité intellectuelle dans les logiques de la version latine ou du thème grec, au mépris des langues étrangères, des sciences et des techniques. Les années giscardiennes vont pousser à un cran plus loin la volonté de massification de l'accès aux études secondaires, en affirmant le collège unique avec la loi Haby de 1975. Pour la première fois, en tout cas de manière explicite, l'affirmation de la nécessité économique de l'emploi, celle de produire davantage de techniciens et de cadres, s'associe d'une volonté proclamée d'une égalisation de l'acquis culturel. Giscard emploie même l'expression de savoir commun, laissant penser que la réforme structurelle, celle qui parlait d'unifier les filières par un parcours commun dans un collège unique, devait se fonder sur la définition d'une ambition culturelle commune. Pourquoi cette ambition a-t-elle échoué ? Les analyses sont plurielles, cédant parfois à l'idée que c'est l'opposition politique et syndicale qui, refusant de porter crédit à la sincérité d'une telle perspective de démocratisation culturelle, a empêché la première ébauche d'une culture commune. Mais il faut dire que quand les camarades du SNES, par exemple, à l'époque, protestaient, il faut dire qu'il était compréhensible d'avoir quelques doutes sur la volonté réelle de démocratisation scolaire, quand la politique giscardienne, par ailleurs, affirmait si fortement ses volontés libérales et ses perspectives inégalitaires. Au crédit de Giscard, son engagement public. Dès sa première conférence de presse en juillet 1974, il évoque la nécessité d'une élévation générale du niveau de connaissance et de culture des Français. Mais il s'empresse de la définir dans les perspectives d'un savoir minimum. Et même plus tard, d'un minimum culturel garanti. Le caractère utilitaire des nouveaux programmes qui suivront la loi Haby conformera cette volonté de réduire l'ambition scolaire, ainsi aussi que la persistance des filières. Force est de constater que le traitement de la question de l'apprentissage dans ces mêmes années montre, je veux dire de l'apprentissage, le contrat d'apprentissage, montre dans ces mêmes années toutes les ambiguïtés des finalités de la loi Haby. Quelques mois avant l'arrivée de Giscard à la présidence, la loi Royer avait institué le préapprentissage à 14 ans, permettant des stages pendant la scolarité obligatoire. Non seulement il ne sera pas renoncé, mais la réglementation qui suit la loi Haby persiste dans la possibilité d'un enseignement en alternance sous la responsabilité prédominante du patronat, et cela avant la fin de la scolarité obligatoire. Et comme la loi Haby est contemporaine d'un changement majeur dans la planification économique, qui réduit son ambition de formation des cadres au profit du développement d'emplois moins qualifiés, l'orientation précoce redevient encore plus opportune, laissant dire à Snyders qu'en bafouant ainsi l'obligation scolaire voulue jusqu'à 16 ans par la réforme Berthoin de 1959, le pouvoir viole sa propre légalité. Dans sa mise en œuvre, la loi Haby laissera toute sa part aux filières, qui dès la classe de 4e orientées vers le BEP, le CAP ou l'apprentissage. Et les travaux ont montré que bien des stratégies allaient perdurer, qui au sein même du collège chercheront à reconstruire des filières de distinction. L'option latin, le choix de la première langue, le choix des langues rares, le choix d'une classe horaire aménagée. Et il faudrait y ajouter les jeux avec la carte scolaire, en fonction d'une représentation hiérarchisée des établissements, et sans doute plus fortement encore les stratégies de l'entre-soi social jouées avec le choix de l'école privée. Les débats ne manqueront pas entre ceux qui voudront insister sur le progrès permis par le collège unique et ceux qui insisteront sur ses limites, entre ceux qui admettront la sincérité du projet giscardien et ceux qui le suspecteront de fourberie libérale. François Dubé a pu considérer que le collège unique réalisait les finalités du plan Langevin-Wallon. Mais Étia Sorel, une des actrices du plan Langevin-Wallon,
porta un tout autre regard sur la réforme Abi. Je la cite, « On est devant une remarquable mystification qui fait porter aux individus la responsabilité du destin social induit par leurs préférences scolaires. » Petite parenthèse, elle avait déjà compris ce qu'allait être devenir entrepreneur de soi-même. Toujours est-il que Abi lui-même fit l'aveu quelques années plus tard d'une réforme davantage portée par les nécessités économiques de l'emploi que par les idéaux d'une culture commune. Dans une interview faite par l'INRP, Abi livre le fond de sa pensée quant à la présence d'élèves en difficulté au sein du collège unique, je le cite. « Même si on admet que ces enfants ne comprendront pas un mot lorsqu'ils liront Montaigne, ou en tout cas pas grand-chose, je cite Abi, ils sont cependant dans une société scolaire qui fonctionne. Ils y ont une place, ils ne sont pas des exclus. Nous sommes bien loin des volontés de l'élévation générale du niveau de culture dans cette perspective réduite à la cohésion sociale. Et déjà entend-on dans les propos de Abi ce qui nous menace aujourd'hui dans l'émergence des finalités comportementales liées aux compétences socio-affectives. Je cite à nouveau Abi parlant des élèves. Ils entendent tout de même certaines bribes qui peuvent leur apporter quelque chose. Ils entendent parler français, un français correct. Le professeur fournit un modèle de comportement, de volonté, de travail. Tous ces aspects qui ne sont pas des aspects cognitifs, qui sont même pas à la limite des aspects intellectuels, leur sont tout de même profitables. Et faisant preuve de la plus grande des franchises quant à sa réforme, Abi de poursuivre, l'égalité des chances était un argument, peut-être un peu démagogique, qui a d'ailleurs été utilisé après coup. Si à un moment donné, vous avez le sentiment que j'exagère les propos d'Abi, donc René Abi par lui-même, publié en 2008 par l'INRP, une interview réalisée par Marie-Thérèse Franck et Martine Allaire. Voilà pourquoi, mes chers camarades, au-delà des débats qui aujourd'hui encore interrogent les finalités réelles de la loi Abi, il me semble tout de même légitime de ne pas admettre que la volonté giscardienne d'un collège unique fût celle d'une véritable démocratisation égalitaire. Le substrat politique de notre école, le substrat historique de notre école, n'est donc pas l'égalité, en déplaise à ceux qui continuent à vouloir fonder la République sur la seule énonciation de valeurs, sans se préoccuper de leur effectivité dans la réalité de la vie quotidienne de nos concitoyens et concitoyennes. Mais revenons à la situation actuelle. Vous le savez, donc, les mesures gouvernementales de Gabriel Attal ont pris la précaution de masquer leurs intentions sur la générosité d'une formule centrée sur l'accès au savoir. C'est au service d'une meilleure réussite, notamment, que cette réforme tente d'être promue. Mais franchement, comment pourrait-on y croire ? Les années 80 avaient permis de prendre conscience que toute filiarisation portait des effets discriminants. Classe pratique, CPA, CPPN. On se souvient que si la facilitation des apprentissages était la motivation exprimée, d'autres facteurs venaient la supplanter dans la réalité de leurs organisations. On disait caractérisé par le constat de la difficulté, mais d'autres caractérisations liées à l'origine ethnique, au comportement des élèves, qui, loin d'aider l'école à s'adapter à leurs difficultés particulières, les inscrivaient dans un itinéraire sans ambition. Voilà les regroupements par niveau de retour avec le choc des savoirs. Évidemment, on a procédé à tous les glissements lexicaux pour relativiser, groupe plutôt que classe, besoin plutôt que niveau. Mais tout ça ne change rien. De multiples travaux ont montré que la diminution de l'hétérogénéité ne servait pas le progrès des élèves. Déjà à la fin des années 90, Marie Durubella et Alain Mingat dénonçaient, je les cite, « les effets pervers d'une pratique à visée égalisatrice produits par la constitution de classes de niveau dans les collèges. Les effets pervers d'une pratique à visée égalisatrice. » Et Marie Durubella et Alain Mingat, ce n'est pas l'aile la plus gauche de la sociologie française. Depuis, les publications ont été nombreuses qui affirment que l'homogénéité ne constitue pas un facteur favorable à la lutte contre les difficultés d'apprentissage. Entendons-nous bien, l'hétérogénéité n'est pas miraculeuse. Elle nécessite une mise en œuvre pédagogique capable de prendre en compte les différences entre les élèves.
Et si tout n'est pas une question de moyens, il faut admettre que cela nécessite des effectifs raisonnables et des moyens suffisants. Disons-le clairement, la classe hétérogène est un défi, une difficulté, la source d'une multitude de problèmes à gérer, mais elle est la condition indispensable du progrès des élèves, condition qui disparaît quand des élèves rencontrant les mêmes difficultés, les mêmes carences d'apprentissage, les mêmes doutes sur leur capacité de réussir, constituent la population unique d'une classe. Parce que apprendre est une dynamique sociale. Quand Lucien Sèvres tentait de définir l'intelligence, il n'en niait jamais les substrats biologiques, mais il les relativisait avec cette formule. L'intelligence n'est pas tant l'affaire d'un dedans biologique que d'un dehors social. Voilà pourquoi l'environnement social de nos classes est essentiel et nécessite que les questions de mixité et d'hétérogénéité soient considérées comme centrales. Car en fait, vouloir organiser l'enseignement en classe de niveau vient ressaisir le préjugé d'une capacité individuelle qui constituerait une limite indépassable. Mais ce que nous savons au contraire est qu'il n'existe pas de limite indépassable. Entendons-nous bien, je ne ferai pas preuve d'un idéalisme béat qui nierait la réalité des différences et des difficultés. Oui, l'enseignant est confronté à des difficultés, à des résistances à l'apprentissage qui parfois peuvent être tenaces et que parfois il ne parvient pas à comprendre. Mais elles ne constituent pas une donnée naturelle définitive. Chacun et chacune d'entre vous a sans doute en tête de multiples exemples d'enfants dont les itinéraires scolaires avaient pu sembler peu prometteurs et qui ont pourtant été l'occasion d'imprévisibles dépassements. Et puis, nous avons une obligation de morale politique à penser ainsi, car notre société de liberté ne pourrait se concevoir si une part de notre population devait renoncer à choisir sa vie, devait être contrainte à subir le diktat d'une orientation qui décrète pour elle un avenir d'études courtes, basculant au plus vite vers la formation professionnelle. En 2004, dans le rapport qui suivit le débat national sur l'école, Claude Tello interrogeait la réussite scolaire, je le cite. « La notion de réussite pour tous ne doit pas prêter à malentendu. Elle ne veut certainement pas dire que l'école doit se proposer de faire que tous les élèves atteignent les qualifications scolaires les plus élevées. Ce serait à la fois une illusion pour les individus et une absurdité sociale, puisque les qualifications scolaires ne seraient plus associées, même vaguement, à la structure des emplois. Que l'ambition de notre école ne soit pas de faire uniquement des médecins et des ingénieurs, nul doute. Mais ce qui pose problème, ce sont les raisons invoquées par Claude Tello. La première est centrée sur les individus et sous-entend leur prédétermination. Je le redis, non, l'ambition d'une école démocratique est justement de tordre le cou à cette fatalité, de déconstruire la hiérarchie des valeurs qui conduit trop souvent l'enfant d'ouvrier à se considérer comme incapable de devenir médecin, mais qui empêche aussi l'enfant de cadre à pouvoir répondre sereinement à son aspiration à devenir ébéniste. La seconde raison est celle qui veut mettre la qualification scolaire sous la coupe de la structure des emplois, car il pourrait y avoir une volonté politique de transformer la structure des emplois, qui soit capable d'intégrer une politique scolaire ambitieuse. Je vais prendre un seul exemple. Des enquêtes ont dénoncé les conditions dans lesquelles les personnes âgées sont aujourd'hui traitées en maison de retraite. Mais il y a une façon de lutter contre cela. C'est de modifier la structure des emplois en qualifiant davantage les métiers du quart et de l'accompagnement. Et cela par une meilleure formation et une meilleure rémunération. Vouloir rester sous le diktat de la structure des emplois, c'est choisir que les avidités du capitalisme continuent à dominer la réalité et que les sociétés qui gèrent les maisons de retraite puissent continuer à choisir les dividendes de leurs actionnaires plutôt que le bien-être de leurs résidents et la valorisation de leur personnel. Je vais faire un autre détour qui me semble indispensable pour comprendre l'arrière-plan idéologique de la politique Attal. Quelques économistes ont désormais décidé de s'occuper fortement d'éducation. Autour de Yann Algan, ils développent une logique plutôt simple. Notre société est traversée par la défiance. Défiance vis-à-vis des institutions, des élus, des acteurs de l'économie. Or, nous explique-t-il, cette défiance est un frein à la croissance. Il convient donc de la vaincre. Et c'est l'école qui reste le lieu majeur, pense-t-il, pour y parvenir. Leur programme pourrait paraître alléchant.
Ils parlent de reconstruire la confiance par le bien-être, la bienveillance, la coopération, la motivation, la confiance en soi. À celles et ceux qui critiquent la place exagérée des disciplines scolaires, ils proposent de développer des compétences nouvelles qui ne se fondent plus sur les savoirs et les connaissances, mais sur l'acquisition de compétences socio-émotionnelles capables de régir les comportements. Vous écoutez Expression libre sur Air d'Otan. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est quand on commence à s'intéresser à leur finalité. Car nous explique-t-il, dans un contexte économique où la précarité, la mobilité, la flexibilité sont des contreparties incontournables de la croissance, il faut donc que la travailleuse et le travailleur d'aujourd'hui se résolvent à les admettre. Et donc que l'école contribue à construire chez eux un sentiment de bien-être capable de leur faire accepter avec sérénité les aléas de la violence néolibérale sur les emplois et les conditions de travail. Ils ont même théorisé cet objectif sous le terme de résilience sociale. Vous vous demandez peut-être s'il est légitime de se préoccuper de ces économistes. Mais le problème, c'est qu'ils ont le vent en poupe. Suffisamment, en tout cas, pour que ce soit Yann Algan qui ait coécrit pendant la première campagne présidentielle de Macron l'ouvrage titré « L'État en mode start-up » et qu'il ait été choisi pour coordonner les travaux du Grenelle de l'éducation sur la profession enseignante du XXIe siècle. Si vous suivez l'actualité ministérielle de près, vous allez me rétorquer que Yann Algan a donné sa démission du Conseil scientifique de l'éducation justement pour protester contre le tri social organisé par la réforme Attal. Une petite clé d'explication. S'affrontent ici deux modèles qui, in fine, poursuivent la même recherche de l'adaptation de l'école aux besoins de l'économie néolibérale. D'une part, les tenants du développement des compétences sociales et comportementales qui sont prêts à renoncer à la perspective d'une émancipation par les savoirs, mais optent pour des stratégies habiles qui, sous le couvert de bien-être, semblent centrées sur l'intérêt des élèves. Ils ont compris que pour s'installer durablement, ces visions doivent se construire sur la représentation du bonheur, de l'harmonie, du bien-être. Ce n'est pas tant le tri social qui les heurte, car in fine, c'est aussi leur objectif. C'est la stratégie frontale avec laquelle la réforme de Attal masque insuffisamment ce tri social. D'autre part, il y a ceux qui pensent que le tri social est une nécessité, qui doit être défendue idéologiquement en tant que telle. Ces tenants d'une nécessaire ségrégation élitiste n'ont guère d'hésitation à concevoir un modèle scolaire où seule une minorité a vocation à des études longues. Nous aurions pu croire que cette vision se limitait à la droite la plus réactionnaire et à l'extrême droite. Mais en fait, ce n'est pas chose nouvelle. Christian Laval nous a depuis longtemps appris que le néolibéralisme est un Janus à deux têtes, dont une des deux têtes regarde du côté des pires idéologies politiques. Il ne faut pas oublier que le premier gouvernement qui a mis en œuvre une politique scolaire ultralibérale, c'était en 1973. C'était au Chili. C'était le gouvernement de Pinochet. La stratégie réactionnaire d'Attal a entraîné de vives réactions chez les enseignantes et chez les enseignants. Et le bilan de la rentrée 2024 semble augurer des difficultés majeures dans la mise en œuvre de la réforme. Bien des collèges ont utilisé leurs moyens pour constituer des groupes hétérogènes de taille réduite et ont cherché à empêcher toute volonté de tri social. Il y a de ce point de vue quelque chose de très rassurant. D'aucuns craignaient que face à la réforme Attal, les enseignants fatigués par les difficultés de l'hétérogénéité des classes se taisent et acceptent in fine un séparatisme des élèves. Il n'en a rien été. La volonté de contribuer à l'élévation générale du niveau de connaissance a prévalu chez les enseignants. Mais on peut craindre que d'autres discours, par exemple ceux qui veulent privilégier le bien-être sur la connaissance, finissent par produire les mêmes effets par une acculturation progressive et quasiment invisible qui risque de se mettre en œuvre sans qu'on en perçoive aisément les effets. Ne vous méprenez pas. Cette mise en garde contre une politique du bien-être n'est aucunement guidée chez moi par la nostalgie d'une école de l'autorité, de l'ordre et du mépris de l'élève. Je n'ai rien contre le développement du bien-être des élèves. Et je pense que la bienveillance enseignante est effectivement un facteur et dans la réussite. Mais ne nous laissons pas piéger par le leurre. Le bien-être auquel les ultralibéraux aspirent, c'est celui de la résilience sociale. Celui qui fera que l'employé, convaincu d'un sacrifice nécessaire à la croissance économique, acceptera sa condition de faible rémunération et de piètres conditions de travail. C'est évidemment pas à cette école-là que nous aspirons.
Et puisque nous disons que le bien-être de l'élève ne nous est pas étranger, je vous propose un exemple de transformation de la vie de l'élève et du sens qu'il donne à ses études qui ne procéderait pas de stratégie comportementale, mais d'une vision politique. Nous savons combien les lycéens et les lycéennes de la voie professionnelle sont dévalorisés. L'orientation par défaut, la vision méprisante pour une voie associée à de faibles qualités intellectuelles, le mépris des comportements scolaires, le discours dominant ne se prêtent pas à leur valorisation. Les gouvernements successifs des mandats présidentiels de Macron ont choisi d'asservir l'enseignement professionnel aux besoins immédiats des entreprises. Désormais, pour une part des emplois, fini la culture du métier. Il suffit de donner quelques bases et l'entreprise se chargera ensuite de former aux tâches que nécessitent les besoins du moment, quitte à former aux compétences d'une autre tâche quelques mois plus tard. Une question que les néo-managers disent habile et qui n'a pas d'autre perspective que le produit des entreprises et des actionnaires. Nous voilà aux prises d'un capitalisme de l'exploitation où tout est fait pour obtenir la meilleure plus-value, c'est-à-dire celle qui réduit le salaire de l'ouvrière et de l'ouvrier, diminue leurs droits et transforme l'activité sans que son sens professionnel n'ait à être considéré. Prenons un exemple. Aujourd'hui, en 5 jours, c'est-à-dire une trentaine d'heures, on forme à la soudure de fibre optique. Compétence essentielle pour trouver un emploi chez un opérateur d'accès Internet. Formation certifiante et éligible au compte emploi formation, mais strictement centrée sur la compétence à exercer une tâche. Mais France Travail prévoit déjà que 2/3 des 30 000 actuels soudeurs de fibre optique disparaîtront d'ici 2030. Mais d'autres gisements d'emploi vont apparaître, induits par le haut débit, par le stockage des données, qui nécessiteront d'autres compétences. Pour les techniciens diplômés post-bac, ce seront les perfectionnements d'un métier. Pour les autres, ce ne seront que des certifications de capacité ponctuelles liées à l'exercice d'une tâche. Après avoir soudé l'optique, il s'agira de décuivrer les réseaux. On formera à décuivrer. Le patronat demande à la formation professionnelle la même flexibilité que celle exigée en matière d'emploi. Désormais, la travailleuse et le travailleur construiront leur culture du travail sur le morcellement des tâches, une variabilité des compétences prescrites par les besoins de l'emploi, est loin de permettre la construction du sens de travail. Pourtant, mes camarades, dans un temps où la nécessité de transformer nos conditions de production pour lutter contre les évolutions climatiques pose la question de la relocalisation de notre industrie et appelle au développement de formations industrielles nécessaires pour disposer de compétences nouvelles aujourd'hui largement déficitaires. Pourtant, dans un temps où les transformations impératives guidées par la survie de la planète appellent à la création de nouveaux emplois capables de mettre en œuvre la réduction du coût carbone, capables d'assurer d'autres modalités de production alimentaire, pourtant dans un temps où le vieillissement de la population et l'inclusion des personnes handicapées feront naître, là encore, des besoins croissants en termes d'accompagnement et de soins. Dans ce temps-là, le lycée professionnel serait le lieu idéal où nous devrions être capables de former au métier de l'avenir environnemental, de former à l'indépendance économique, au métier du soin des plus faibles. Voilà qui résoudrait bien des problèmes de motivation des élèves, que les désigner comme ceux qui sont capables de sauver la planète et de la rendre plus humaine, la jeunesse prolétarienne devenant l'outil fondamental de notre avenir. Si ça, c'est pas un beau programme égalitaire. Est-ce que je suis au niveau temps, là, je suis trop long, ça va? Vous ennuyez pas? Bon, mais on continue alors. Parlons maintenant du collège, que les réformes Attal menacent sévèrement. Ne donnons pas dans la langue de bois. Le collège actuel est loin d'être celui de l'égalité. Mais ce constat ne peut pas suffire à justifier que nous acceptions une réforme qui va faire empirer les choses. Avec 26 élèves par classe en moyenne, ce qui correspond à 61% de classes avec plus de 25 élèves et 8% avec plus de 30, la moyenne européenne, je parle des pays de l'OCDE, est en face de 21 élèves par classe. Dans l'étude de l'ADEPE de décembre 2022, nous sommes les champions d'Europe avec 25,6 élèves. 21 d'un côté, 25,6 chez nous. Et il y a en France 4,6 élèves par enseignant au collège contre 12,8 en Allemagne. Là aussi, nous détenons la palme. Donc on va dire les choses clairement, sans tergiverser. Pour que le collège soit égalitaire, la politique publique d'éducation doit engager de forts investissements. Et qu'on ne me raconte pas l'habituelle formule néolibérale « les moyens ne font pas la qualité ». Nous le savons que les moyens ne font pas la qualité, bien sûr, mais sans moyens, il n'y a pas non plus de qualité possible.
Parce que les moyens, c'est la capacité de former des enseignants. Et nulle véritable politique égalitaire ne peut exister sans une haute maîtrise professionnelle des situations didactiques et pédagogiques qui permettent de dépasser les difficultés d'apprentissage des élèves. Parce que les moyens, c'est la capacité de redonner de l'attractivité à la profession enseignante par de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, et donc de pouvoir sortir d'une pénurie qui est telle aujourd'hui que le service public d'éducation ne parvient même plus à assurer la continuité. Les profs manquent, ne sont pas remplacés. Et pour tenter de résorber cela, le ministère bricole. Ici, on recrute à qualification très faible. Ici, on voudrait que le prof de maths enseigne du français. Enfin, parce que les moyens, c'est la possibilité d'offrir aux élèves et aux profs des locaux dignes, propres, sûrs, plutôt que des locaux vétustes et délabrés. Et qu'on ne nous parle pas des difficultés financières des départements et des régions. Parce que quand il a fallu lever, au-delà des obligations légales, 1,6 milliard pour l'enseignement privé, les régions ont trouvé de l'argent pour le faire. Je connais une ville, dans la banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, où il pleut dans les classes. Un collège, dans une ville de Seine-Saint-Denis, où il pleut dans les classes, où les toilettes sont cassées et on ne trouve pas le budget. Alors que dans la ville d'à côté, se construit un magnifique collège privé à grands coûts de financement des collectivités locales. Voilà que nous touchons le cœur de l'inégalité dans les politiques scolaires actuelles. Le financement par l'État d'une école privée, dont la base même, pourtant, est la discrimination inégalitaire. Les motivations pour le privé, vous le savez, sont diverses. Les motivations des parents, j'entends. Ici, celle de l'élite qui veut assurer un parcours scolaire qui se finira en apothéose par une grande école. Ici, une envie de séparer ses enfants de ceux du peuple pour les protéger. Mais vous le savez, tout se mélange dans ces motivations-là. Celle du racisme, de la séparation sociale, mais aussi, plus prosaïquement, celle d'une inquiétude parfois réelle pour la sécurité physique et morale des enfants, notamment dans des quartiers où les politiques publiques de l'habitat et l'assouplissement de la carte scolaire ont ghettoisé les collèges. Mais voilà le paradoxe dans lequel nous sommes. Face à la crainte des familles, nous laissons se développer une fuite qui va contribuer à davantage ghettoiser, et donc à faire croître les incidents, et donc à augmenter les craintes, et donc à augmenter les volontés de fuite. Un mot sur l'école élémentaire. Au travers d'un seul de ces enjeux égalitaires, la lecture. Résumons la situation. Depuis les années 1990, un consensus scientifique avait régulièrement affirmé qu'apprendre à lire, c'était à la fois maîtriser les savoirs de mise en relation des lettres et des sons et aussi disposer de l'ensemble des ressources complexes nécessaires pour en maîtriser le sens, et que ces deux apprentissages devaient être menés conjointement. Jean-Michel Blanquer a décrété avec l'appui de quelques neuroscientifiques que l'apprentissage technique devait précéder les questions de sens, et donc a tout fait pour que les activités graphophonologiques, celles qui mettent en relation les lettres et les sons, deviennent l'essentiel des apprentissages de cycle 1 et 2. Au-delà de la querelle méthodologique, celle par laquelle Blanquer aime faire résonner les populismes qui condamnent une méthode globale qui n'a jamais existé en France, interrogeons cette évolution sur le plan de l'égalité. Nous conviendrons facilement que la maîtrise de la lecture est un outil fondamental de l'égalité. Mais de quelle maîtrise parlons-nous ? Car le savoir technique du déchiffrement et de l'oralisation est indispensable, mais il ne constitue pas l'enjeu social essentiel. Ce qui construit les conditions de l'égalité, ce n'est pas de savoir lire, mais d'avoir incorporé culturellement les usages de l'écrit, c'est-à-dire d'avoir fait de l'écrit une pratique sociale et culturelle réelle par laquelle on est devenu capable de comprendre le monde, d'exprimer ses jugements, ses émotions, ses colères, de comprendre et de connaître l'autre, de faire naître la solidarité de faire naître de cette connaissance la solidarité et de construire les espoirs d'un monde nouveau. Se contenter de lui donner les bases techniques lui permettra de s'informer sur la tâche qu'il doit remplir pour satisfaire son employeur, mais lui permettre de s'acculturer à l'usage de l'écrit ferait de lui un citoyen libre et émancipé. Lors de la dernière réforme du lycée professionnel, l'enseignement droit-économie a subi quelques restrictions. La partie consacrée au droit reste dans les généralités des fonctions du droit, mais il n'est plus explicitement prévu de la décliner en droit du travailleur. L'élève du lycée professionnel n'est donc plus éduqué à connaître ses droits syndicaux. Pourtant, toute une partie du programme s'intéresse aux relations entretenues par les agents de l'activité entre eux.
Mais cela se restreint aux relations économiques, à l'exclusion des relations sociales. Nous savons pourtant que l'école de la démocratie doit faire au contraire le pari qu'un enseignement des droits constitue le meilleur moyen de lutter contre les discriminations. Comprendre que les inégalités sont produites par une domination économique et sociale qui entend bien garder sa suprématie, qui entend bien garder sa suprématie sur les prolétaires, sur les personnes racisées ou les femmes. La visée démocratique d'une éducation nationale voudrait que l'on donne à chaque citoyenne, à chaque citoyen, les ressources de connaissances qui devraient lui permettre de déconstruire les préjugés produits par ces dominations et d'engager les luttes sociales par lesquelles se construit le rapport égalitaire. Une chose est certaine, nous ne devons pas rabattre de notre exigence d'égalité. D'une part, pour écarter tous les prétextes de la détermination biologique ou sociale qui nous laisseraient penser qu'il existe un ordre des choses qui appelle certains à exercer les fonctions de la domination et d'autres à s'y soumettre. Non, personne ne dispose par vocation des formidables atouts de la réussite, alors que d'autres, oubliés par les dieux et par les fées, n'auraient rien. D'autre part, pour nous soumettre aux exigences économiques qui s'imposeraient à nous, pour asservir l'école aux besoins du capitalisme. Alors, redisons-le, oui, une école de l'égalité est possible, mais elle demande quelques conditions. La première est de retrouver une mixité sociale dans les établissements scolaires. À Toulouse ou à Paris, des volontés de mixité sociale ont fait la preuve de leur capacité à lutter contre la ghettoisation des collèges publics, même quand la structure sociale urbaine était socialement très clivée. Et les rapports faits sur ces expériences sont plutôt encourageants. Mais la mixité dans l'école publique ne suffira pas. Il faut que l'enseignement privé cesse de jouer son rôle de séparatisme social et de discrimination. Il faut exiger que son financement le contraigne à des impératifs de mixité. Mais ça ne peut être que la première étape, car c'est en cessant de financer l'enseignement privé qu'on parviendra à sortir de ce cercle infernal qui paupérise et homogénise les établissements publics et qui renforce encore l'envie pour certaines familles d'y échapper. La seconde condition est celle de l'investissement massif qu'il convient de faire dans le service public d'éducation pour améliorer les conditions d'études des élèves, les conditions de travail des personnels, pour redonner au métier enseignant son attractivité. Un investissement nécessaire dans la formation initiale et continue des enseignantes et des enseignants, parce que nous savons que pour vaincre les difficultés d'apprentissage, ce qui est une condition de l'égalité, il faut de hautes compétences didactiques et pédagogiques. Enfin, des personnels capables de répondre à la diversité des obstacles qui conduisent à l'échec scolaire, des médecins, des infirmières, des assistantes sociales, des conseillers, des conseillères d'orientation, des assistantes et des assistants d'éducation, des accompagnatrices d'élèves en situation de handicap. En résumé, investir parce que l'école de l'égalité a un coût. Or, nous le savons bien, l'éducation coûte cher, mais l'ignorance davantage encore. Bon, cette fois-ci, il faut que j'aille vers la conclusion. Et en cette terre tarnaise, vous ne vous étonnerez pas que je le fasse avec Jaurès. En cette ville où il débuta comme professeur de philosophie au lycée La Pérouse. Il y revint plus de 20 ans après, s'adressant à la jeunesse lors de la remise des prix en 1903 dans ce même lycée. Je cite Jaurès. « Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature passagère une trêve funeste et un lâche repos. » Voilà ce qu'était l'ambition républicaine de l'école pour Ferry. Mais elle ne peut être réelle sans s'ancrer dans la réalité sociale. Et je le cite à nouveau. L'instituteur invite les enfants à se libérer de l'égoïsme et de la haine, à aimer leurs camarades et à aimer les hommes. Il les invite aussi à secouer la routine, la paresse de l'esprit et de la volonté, à penser par eux-mêmes, à agir librement, selon les règles de la raison et de la justice, vérifiées par leur propre conscience. Mais ces belles facultés de sympathie humaine, d'autonomie morale et d'initiative intellectuelle, quel emploi ces enfants devenus hommes en trouveront-ils dans la société capitaliste, quand ils seront appelés à remuer, outil passif, la terre des vastes domaines dont un homme d'affaires dirigera seul l'exploitation, quand ils seront engloutis dans ces mines, usines et chantiers, dans toutes ces vastes entreprises industrielles dont le capital seul manœuvre les ressorts. Il me semble qu'il y a pour l'instituteur qui pense un contraste poignant entre les forces d'humaine fraternité et de liberté agissante
qu'il essaie d'éveiller dans ces jeunes consciences et la société de dureté, de combat, de haine, de passivité où elles seront engagées demain. Quoi ? Cette eau vive et limpide qui court et se joue, qui s'anime à tous les souffles du vent, à toutes les rencontres de la lumière et du flot, qui réfléchit les images riantes des choses et la pure clarté, elle ira se perdre demain en de noirs abîmes de servitude stagnante, remuée seulement par quelques remous de colère? Non, c'est une contradiction intolérable. Et à travers toutes ces consciences d'enfants, l'éducateur du peuple ressent en sa conscience toutes les meurtrissures, toutes les iniquités, toutes les dégradations d'un système social de privilèges, d'exploitation et de combat. Il aspire lui aussi à une société de coopération où le capital sera possédé par la nation et par les travailleurs groupés, où la fédération de producteurs égaux permettra à tous les droits de s'affirmer sans violence et sans haine, à toutes les intelligences, à toutes les énergies morales de coopérer selon leur puissance propre à la direction commune de l'effort humain. Et à ceux qui désespéreraient d'un tel avenir, qu'ils écoutent à nouveau Jaurès. Nous sommes à Lille, en 1900. Jaurès et Gued débattent. Et moi je vous dis, c'est Jaurès qui parle, que toutes les grandes révolutions ont été faites dans le monde parce que la société nouvelle, avant de s'épanouir, avait pénétré par toutes les fissures, par toutes ses plus petites racines, dans le sol de la société ancienne. Avant Gramsci, Jaurès nous appelait à la bataille des idées. Voilà pourquoi, mes chers camarades, nous ne devons jamais cesser d'affirmer pour l'école nos exigences d'égalité. La bataille des idées sera sans doute longue, connaîtra bien des périodes de déception, mais un jour viendra où une société nouvelle germera de notre exigence, sans fin répétée, une société de justice sociale, où l'école permettra à toutes les intelligences, à toutes les énergies morales de coopérer, suivant leur puissance propre, à la direction commune de l'effort humain pour une égalité réelle